Un monde de richesse inimaginable et de pauvreté écrasante entrait en collision dans le coin tranquille d'un café parisien. Pour Alexandre Dubois, un titan du capital investissement dont les décisions quotidiennes pouvaient faire ou défaire des nations, le monde était un échiquier, et il en était le roi incontesté. Pour Claire Lambert, une serveuse noyée sous les dettes et les factures médicales de sa famille, le monde était une corde raide, et elle était à un faux pas de la chute. Ils existaient dans des univers séparés jusqu'à un après-midi pluvieux où Alexandre vit Claire faire la seule chose que ses millions ne pouvaient apprendre à sa fille silencieuse et solitaire. Comment libérer la magie cachée dans un livre. Il vit un simple acte de gentillesse. Ce qu'il fit ensuite fut tout sauf simple. C'était calculé, c'était puissant, et cela allait briser son monde avant qu'il ne puisse jamais espérer le reconstruire. La pluie tombait sur la rue de Rivoli en un rideau gris et implacable, estompant les façades haussmanniennes du Marais en une aquarelle de mélancolie. À l'intérieur de la Cuillère Dorée, un café qui tentait de concilier le charme du vieux monde et le confort moderne, l'air était chargé de l'odeur des grains de café torréfiés et de la laine humide. C'était un endroit qu'Alexandre Dubois détestait. C'était inefficace. Le service était poli mais sans hâte. Les tables étaient trop rapprochées et le Wi-Fi n'était pas fiable. Il n'était là que parce que sa fille de 7 ans, Sophie, avait collé son visage contre la vitre de sa Rolls-Royce fantôme et refusé de bouger, captivé par l'étalage de pâtisserie dans la vitrine du café. Alexandre, un homme dont le temps se mesurait en tranches de 100 000 €, soupira et céda. Maintenant, il était assis en face d'elle sur une chaise légèrement bancale, son costume anthracite sur mesure contrastant violemment avec le désordre bohème du café. Son téléphone était un monolithe noir sur la table, vibrant avec un rythme silencieux et insistant contre le bois poli. Une acquisition de plusieurs milliards d'euros dans le secteur technologique européen était sur le fil du rasoir, et son équipe à Londres inondait sa messagerie cryptée de mises à jour paniquées. « Regarde, papa », chuchota Sophie, sa voix à peine audible par-dessus le sifflement de la machine à expresso. Elle poussa un livre d'images usées sur la table. C'était un des livres de sa mère, une relique d'une vie avant que le monde d'Alexandre ne devienne une forteresse de nounous silencieuses et de couloirs résonnants. Le petit ours qui ne savait pas rugir. Alexandre leva les yeux de son téléphone, son esprit jonglant encore avec la terminologie des rachats par endettement. « C'est bien, ma chérie. » Ses yeux retournaient déjà vers l'écran. « Je n'arrive pas à lire ce mot. » Elle pointa un petit doigt hésitant sur la page. Son front était plissé de la même manière que le sien lorsqu'il analysait une offre publique d'achat hostile. Les tuteurs de la prestigieuse Académie de Valois avaient été directs. Sophie prenait du retard. Elle montrait peu d'intérêt pour la lecture, son attention vagabondait, ses progrès stagnaient. Pour Alexandre, un homme pour qui l'échec n'était pas une option, c'était une source de profonde frustration personnelle. Il lui avait fourni le meilleur de tout, les meilleures écoles, les meilleurs tuteurs, les meilleures ressources. Pourquoi cela ne fonctionnait-il pas? Essaie de le déchiffrer, Sophie. Comme M. Albright te l'a appris, dit-il, son ton plus sec qu'il ne l'aurait voulu. Les épaules de Sophie s'affaissèrent. Elle traça les lettres avec son doigt. FOR était forêt. Elle marmonna le mot, qui sonnait étranger et incertain. Elle chercha sa confirmation, mais Alexandre était déjà en train de taper une réponse rapide de 3 mots à son équipe londonienne. Utiliser la dette. C'est à ce moment-là que Claire Lambert s'approcha de leur table. Elle se déplaçait avec une économie de mouvement acquise par des années passées à naviguer dans des espaces bondés avec un plateau plein. Son uniforme, un simple tablier noir sur une chemise blanche, était propre mais effiloché sur les bords, tout comme les légères lignes de fatigue autour de ses yeux. Elle avait 26 ans, mais certains jours, elle en paraissait 40. « Je peux vous servir autre chose? Un autre chocolat chaud, ma puce ?» demanda-t-elle, sa voix chaude et basse. Sophie secoua la tête, son regard fixé sur le livre, une rougeur de honte montant à son cou. Claire remarqua le livre et la frustration de la petite fille. Elle remarqua aussi le père, un homme si intensément concentré sur son téléphone qu'il semblait être dans une autre réalité. Elle avait déjà vu ce genre d'hommes, les puissants courtiers de la défense qui utilisaient la Cuillère Dorée pour des réunions informelles, leur présence aspirant l'air de la pièce. Au lieu de s'éloigner, Claire se pencha légèrement, son plateau parfaitement équilibré sur une main. « Le petit ours qui ne savait pas rugir », dit-elle doucement, un sourire sincère touchant ses lèvres. « C'était mon livre préféré quand j'avais ton âge. Je pense que j'en ai usé 2 exemplaires. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, une lueur d'intérêt perçant à travers sa frustration. « Quel mot te pose problème ?» demanda Claire, son ton doux et conspirateur. Sophie pointa à nouveau du doigt. « Celui-là? Ah, forêt. » confirma Claire. « Tu avais raison. Mais parfois, les grands mots sont comme des puzzles. Tu vois cette partie? » Elle montra le « or » au milieu. « Tu connais ce son, n'est-ce pas?
Comme quand tu demandes encore du chocolat chaud. Sophie hocha lentement la tête. Et tu connais le son, et, comme dans Prêt. Sophie hocha la tête à nouveau, plus confiante cette fois. Tu n'as qu'à les assembler. Forêt. Tu vois, tu connaissais déjà toutes les pièces. Il fallait juste les construire. Elle ne lui avait pas simplement donné la réponse. Elle lui avait montré qu'elle l'avait déjà en elle. C'était une petite chose, une interaction de 30 secondes, mais c'était comme une clé tournant dans une serrure. Le visage de Sophie s'illumina, le nuage de frustration se dissipant. Elle regarda le mot, puis de nouveau Claire. Un vrai sourire radieux se répandit sur son visage. Forêt, répéta-t-elle, le mot étant maintenant une découverte, pas un défi. Derrière le bouclier de son téléphone, Alexandre avait observé toute la scène. Il avait baissé l'appareil juste assez pour observer, son esprit analytique traitant la scène. Il avait payé des dizaines de milliers d'euros à des psychopédagogues et à des tuteurs d'élite qui avaient abordé les difficultés de lecture de Sophie avec des fiches, des logiciels de phonétique et des plans de cours structurés. Tous avaient échoué à susciter l'étincelle dont il venait d'être témoin. Cette serveuse, en moins d'une minute, avait établi un lien avec sa fille d'une manière que personne d'autre n'avait réussi. Elle ne l'avait pas seulement corrigée. Elle lui avait donné le pouvoir. Claire se redressa, son sourire professionnel revenant. « Faites-moi signe si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, » dit-elle, et avec un dernier regard chaleureux à Sophie, elle passa à la table suivante. Alexandre ne regarda plus son téléphone. L'affaire de plusieurs milliards d'euros, à Londres, lui parut soudain insignifiante. Il observa la serveuse pendant qu'elle travaillait, remplissant les tasses de café, débarrassant les assiettes, riant avec un habitué au comptoir. Il y avait une intelligence dans ses yeux, une grâce patiente dans ses mouvements. Il était un homme qui reconnaissait la valeur. C'était son métier. Il avait bâti des empires sur sa capacité à repérer un actif sous-évalué. Et dans la serveuse discrète et effilochée de la cuillère dorée, Alexandre Dubois vit un actif d'une valeur incalculable. Il ne connaissait ni son nom ni son histoire, mais il savait une chose avec une certitude absolue. Il allait acquérir ses services. Le lendemain, la pluie avait été remplacée par un soleil d'automne vif et impitoyable qui faisait briller les fenêtres du bureau d'Alexandre au sommet de la tour Montparnasse. De son point de vue au 58e étage, il pouvait voir tout Paris s'étendre sous lui comme une carte. C'était une ville qu'il possédait à plus d'un titre. Son entreprise, Dubois Capital, avait des intérêts dans tout, des start-ups de biotechnologie dans le quartier latin à l'immobilier commercial à la Défense. Mais son esprit n'était pas tourné vers son empire. Il était tourné vers la serveuse. Son chef de la sécurité, un ancien agent de la DGSE nommé Robert David, avait placé un mince dossier manille sur son bureau une heure plus tôt. Il était fin, mais il contenait tout ce dont il avait besoin. Claire Lambert, 26 ans, réside dans un petit 3 pièces à Montreuil, tutrice légale de son jeune frère, Benjamin, 19 ans. Ben souffrait de mucoviscidose. Ses soins médicaux représentaient une dépense constante et paralysante. Claire avait été une excellente étudiante, acceptée dans le programme d'éducation de la Sorbonne avec une bourse complète. Elle avait terminé 3 ans avant que la mort de ses parents dans un accident de voiture ne la force à abandonner pour devenir la principale dispensatrice de soins de Ben. Sa vie depuis lors était un patchwork de double service, de dettes croissantes et de rêves différés. Pour Alexandre, cette information n'était pas une tragédie. C'était un ensemble de points de levier. C'étaient des données qui illuminaient le chemin vers son objectif. Il se rendit lui-même à la Cuillère Dorée cet après-midi-là, troquant la fantôme avec chauffeur pour une Audi noire beaucoup plus discrète. Il trouva Claire pendant le creux de l'après-midi, en train d'essuyer les tables, ses mouvements lasses. « Mademoiselle Lambert », dit-il, sa voix calme et autoritaire. Elle se retourna, surprise. Elle le reconnut immédiatement comme le père distant de la veille. Un nœud d'anxiété se serra dans son estomac. Avait-elle outrepassé ses droits? Allait-elle être réprimandée? Oui. Je peux vous aider? Je suis Alexandre Dubois. Ma fille et moi étions ici hier. Il désigna la même table. Je voudrais vous offrir un travail. Claire cligna des yeux, confuse. Je suis désolé. Un travail? J'en ai déjà un. Un meilleur, affirma-t-il, non pas comme une possibilité, mais comme un fait. J'ai été impressionné par la façon dont vous avez interagi avec ma fille, Sophie. Elle a des difficultés avec la lecture. Je veux que vous soyez sa tutrice privée. Claire faillit rire. L'absurdité de la situation était accablante. Un milliardaire dont le costume coûtait probablement plus cher que sa voiture voulait l'engager. Elle, une serveuse ayant abandonné ses études, pour être tutrice privée. Monsieur Dubois, c'est très gentil de votre part, mais je ne suis pas qualifié. Je n'ai pas de diplôme. Votre fille a besoin d'un professionnel,
d'un spécialiste. J'ai engagé des professionnels, rétorqua Alexandre, son regard inflexible. J'ai engagé les meilleurs spécialistes que l'argent puisse acheter. Ils ont des diplômes et des méthodologies. Ce qu'ils n'ont pas, c'est ce que je vous ai vu faire hier. Vous ne lui avez pas seulement appris un mot. Vous lui avez donné la confiance nécessaire pour le comprendre par elle-même. C'est cette qualité qui m'intéresse. Il était direct. Ses mots étaient dépouillés de toute amabilité. C'était une transaction commerciale. Il voyait un problème, l'éducation de Sophie, et il avait identifié une solution, Claire. Maintenant, il négociait simplement les termes de l'acquisition. J'apprécie l'offre. Vraiment, dit Claire en secouant la tête. Mais je ne peux pas. Je dois m'occuper de mon frère. Mon emploi du temps ici est assez flexible pour que je puisse être là pour ses traitements. Je ne peux pas simplement quitter mon travail. Alexandre avait anticipé cela. C'était le premier point de levier. Votre frère s'appelle Benjamin. Il est traité pour sa mucoviscidose à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Son médecin traitant est le docteur Pelletier. Son traitement médicamenteux actuel est efficace mais coûteux, et sa fonction pulmonaire a montré une légère baisse au cours des 6 derniers mois. Le sang de Claire se glaça. La récitation désinvolte, presque clinique, des détails médicaux privés de son frère ressemblait à une violation. C'était comme s'il avait plongé la main dans sa poitrine et serré son cœur. « Comment ? Comment savez-vous ça » murmura-t-elle, sa voix tremblant d'un mélange de peur et de colère. « Je fais en sorte de savoir les choses, » dit froidement Alexandre, imperturbable face à sa réaction. « Mon offre ne se limite pas à un poste de tutorat. Elle comprend une mutuelle privée complète qui couvrira 100% des frais médicaux de Benjamin. Tous. Les meilleurs médecins, les traitements expérimentaux, tout ce dont il a besoin. Il aura accès à un niveau de soins qui vous est actuellement inaccessible. » Claire le regarda, sans voix. Il lui offrait la seule chose pour laquelle elle priait chaque nuit. Un avenir pour son frère, libéré de la menace constante d'une facture qu'elle ne pouvait payer ou d'un traitement que l'assurance maladie ne rembourserait pas. C'était une clé en or pour la cage de sa vie. Mais la façon dont il l'offrait ressemblait à une menace. Il avait envahi sa vie privée, l'avait mise à nu sur une table pour la disséquer. « Et votre salaire » continua-t-il, profitant de son avantage. « Je vous paierai 3 fois ce que vous gagnez ici, pourboire compris. Vous travaillerez 3 heures par jour, du lundi au vendredi. Votre emploi du temps peut être organisé en fonction des besoins de Benjamin. Cela vous donnera plus de temps avec lui, pas moins. » Son esprit était en ébullition. C'était une offre impossible. Elle résolvait tous les problèmes qui la tenaient éveillée la nuit. La dette, les factures médicales, la peur pour l'avenir de Ben, l'épuisement dû au service sans fin. Il lui offrait la liberté, mais cela ressemblait à un piège. Pourquoi réussit-elle finalement à demander? Pourquoi vous donnez tant de mal pour une serveuse? Comme je l'ai dit, mademoiselle Lambert, je reconnais la valeur. Le bonheur et l'avenir de ma fille sont l'investissement le plus important que je ferai jamais. Vous, je crois, êtes la clé pour garantir le retour sur cet investissement. Il fit glisser une carte de visite sur la table. C'était un carton épais de couleur crème avec un simple nom en relief, Alexandre Dubois. Ma voiture sera dehors demain à 14 h pour vous emmener chez moi afin de revoir Sophie et de finaliser les détails. Je compte sur votre présence. Ce n'était pas une question. C'était un ordre. Il se tourna et sortit de la cuillère dorée, laissant Claire debout près de la table bancale, sa carte de visite semblant aussi lourde qu'un lingot d'or dans sa main. Il avait évalué sa vie, identifié ses faiblesses et élaboré une proposition si parfaite, si complète, que le refus n'était pas une option logique. Elle ressentit un profond sentiment de malaise, le sentiment qu'elle n'était plus une personne, mais une pièce sur l'échiquier d'Alexandre Dubois, et qu'il venait de faire son premier mouvement. La résidence Dubois n'était pas une maison. C'était une déclaration. Perchée sur une colline à Neuilly-sur-Seine, surplombant le bois de Boulogne, la structure moderne de verre et d'acier était un monument à la richesse et au pouvoir. C'était sévère et magnifique, mais elle avait toute la chaleur d'un musée d'art après l'heure de fermeture. Lorsque la voiture noire s'arrêta en ronronnant dans l'allée circulaire, Claire sentit une nouvelle vague d'intimidation. Son modeste appartement de Montreuil aurait pu tenir dans le hall d'entrée du manoir. Elle fut accueillie à la porte non pas par Alexandre, mais par une femme sévère et impeccablement vêtue d'une 60aine d'années, qui se présenta comme Madame Bernard, la gouvernante. Son sourire était mince et ses yeux, d'un bleu pâle et jugeur, balayèrent la robe simple et le cardigan usé de Claire avec une minutie microscopique. « Monsieur Dubois est en téléconférence. Il m'a demandé de vous conduire à la bibliothèque. Sophie vous attend, » dit Madame Bernard, sa voix sèche et amidonnée. L'implication était claire.
Claire faisait partie du personnel et elle aurait affaire au personnel. La bibliothèque était à couper le souffle. Des murs de 2 étages étaient tapissés de livres, dont la plupart semblaient n'avoir jamais été touchés. Une échelle roulante montait jusqu'au plafond, et au centre de la pièce, sur un épais tapis blanc, était assise Sophie, semblant petite et perdue dans l'immensité de l'espace. Quand elle vit Claire, son visage s'illumina de la même joie sincère que dans le café. « Tu es venue » s'écria-t-elle, se relevant précipitamment et courant vers elle. À cet instant, toute l'appréhension de Claire s'évanouit. La maison froide, le milliardaire intimidant, la gouvernante jugeuse. Rien de tout cela n'avait d'importance quand cette petite fille solitaire la regardait comme si elle était le soleil. « Bien sûr que je suis venue » dit Claire en s'agenouillant pour être à la hauteur des yeux de Sophie. « Nous avons de la lecture à faire, n'est-ce pas ?» Leur première séance fut magique. Claire ignora les livres coûteux et intacts qui tapissaient les murs. À la place, elle avait apporté un sac en toile contenant quelques-uns de ses propres livres de poche bien aimés de chez elle et du matériel de dessin simple. Elle commença non pas par la lecture, mais par la conversation. Elle interrogea Sophie sur le petit ours du livre. Que pensait-elle qu'il aimait manger? Où voulait-il partir en vacances? Ensuite, elles créèrent leur propre livre. Sur des feuilles de papier vierge, Sophie dessina les images d'un personnage qu'elle avait inventé, une luciole timide nommée Lueur, qui avait peur de sa propre lumière. Claire l'aida à écrire des phrases simples en dessous. Lueur se cache. Lueur est triste. Lueur rencontre un ami. Sophie, qui avait rechigné aux leçons structurées de ses tuteurs, essayait maintenant avec enthousiasme de déchiffrer des mots comme lumière et ami, parce qu'ils faisaient partie de son histoire. Depuis l'embrasure de la porte, caché dans l'ombre du grand hall, Alexandre observait. Il avait terminé son appel plus tôt. Il voyait sa fille animée d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis la mort de sa mère. Elle riait, les joues rouges d'excitation, la tête penchée près de celle de Claire, alors qu'elle décidait de la couleur de l'ami de Lueur, une chenille nommée Tortillon. Il voyait la main patiente et guide de Claire, la façon dont elle célébrait chaque petite victoire, chaque mot correctement déchiffré. Il ressentit une pointe de quelque chose qu'il ne pouvait nommer, un mélange de soulagement, de gratitude et d'une étrange et nouvelle envie pour la connexion facile qu'elle avait tissée avec son enfant. Les jours se transformèrent en semaines. Les séances de tutorat de l'après-midi devinrent le point d'ancrage de la vie de Sophie, et d'une certaine manière, de celle de Claire aussi. Le vaste et froid manoir commença à sembler un peu plus petit, un peu plus chaleureux. Claire découvrit que derrière son apparence timide, Sophie avait un sens de l'humour redoutable et une imagination débordante. Sophie, à son tour, s'épanouit sous la direction douce de Claire. Son niveau de lecture fit un bond, et ses professeurs de l'Académie de Valois envoyèrent des rapports stupéfaits et élogieux à Alexandre. Mais la maison restait une cage dorée. Madame Bernard traitait Claire avec une civilité glaciale et persistante. Elle interrompait leur séance pour annoncer que Sophie avait un cours de violon ou de français programmé, son timing réussissant toujours à briser leur élan. Elle laissait des plateaux de goûter, des créations complexes et parfaites du chef de la maison, que ni Claire ni Sophie ne voulaient, un rappel subtil du monde des horaires rigides et des attentes formelles auxquelles Claire n'appartenait pas. « Vous comprenez, bien sûr, » dit Madame Bernard à Claire un après-midi, sa voix empreinte de condescendance alors qu'elle regardait Claire nettoyer leur fourniture de peinture, que M. Dubois attend une certaine bienséance. Nous avons une routine dans cette maison. La spontanéité n'est pas une vertu que nous encourageons. Le message était clair. Vous êtes une solution temporaire, une employée. Ne vous mettez pas à l'aise. Claire fit de son mieux pour l'ignorer, se concentrant sur Sophie, mais elle était constamment consciente de son statut. Elle était une employée. Elle prenait son déjeuner dans l'immense cuisine du personnel, une pièce silencieuse et stérile où les autres membres du personnel parlaient à voix basse. Elle se trouvait dans un monde de luxe inimaginable, mais rien de tout cela ne lui appartenait. C'était un rappel constant et vertigineux du gouffre qui séparait sa vie de la leur. Un après-midi, son téléphone sonna pendant une séance. Elle le gardait habituellement silencieux, mais elle attendait un appel du médecin de Ben. Elle s'excusa auprès de Sophie et sortit dans le couloir pour répondre. « Claire, c'est Ben. » Sa voix était faible, ponctuée d'une toux rauque qui lui transperça le cœur comme une lance de glace. Le docteur a dit que le nouveau médicament, il ne fonctionne pas aussi bien qu'il espérait. Ils veulent essayer une nouvelle thérapie, une hospitalisation. C'est très cher, Claire. La mutuelle de M. Dubois est incroyable, mais je pense que même elle a des limites. Le sang de Claire se figea. « Ne t'inquiète pas pour l'argent, Ben, dit-elle, sa voix tendue par un calme forcé. Contente-toi de te soucier de guérir. Je m'en occupe. » Elle raccrocha le téléphone, les mains tremblantes. Elle s'appuya contre le mur de marbre froid, le poids de sa réalité s'abattant sur elle.
Ben était malade. La nouvelle assurance était un miracle, mais il y avait toujours des limites, toujours plus de coûts, toujours une autre crise imminente. Elle était une invitée dans ce palais, mais sa vraie vie, une vie de peur et d'incertitude médicale, n'était qu'à un coup de fil. Elle prit une profonde inspiration et s'apprêtait à retourner dans la bibliothèque quand elle entendit la voix d'Alexandre depuis son bureau au bout du couloir. La porte était entr'ouverte. Il parlait à son homme de confiance, Robert David. « Oui, creusez plus profondément, » disait Alexandre, sa voix un murmure bas et précis. « Je veux tout savoir. » Son historique financier, le pronostic médical complet de son frère, toutes les dettes impayées, les dossiers scolaires, les associations personnelles, tout. J'ai besoin d'une évaluation complète de sa vulnérabilité. Ne laissez aucune pierre non retournée. Claire se figea, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Une évaluation de sa vulnérabilité? Ce n'était pas le langage d'un employeur. C'était le langage d'un adversaire. Il n'était pas seulement son patron. Il enquêtait sur elle. Le sentiment d'être une pièce sur son échiquier revint avec une force glaçante et terrifiante. Il n'essayait pas seulement d'aider sa fille. Il évaluait son investissement, calculait ses faiblesses et s'assurait d'avoir un contrôle total. La cage dorée lui parut soudain beaucoup plus petite, et ses barreaux semblaient très, très froids. La certitude qu'Alexandre enquêtait sur elle s'installa comme un éclat de glace dans la poitrine de Claire. Chaque interaction avec lui devenait chargée d'un nouveau sous-texte terrifiant. Ses questions polies sur son frère ressemblaient moins à de l'inquiétude qu'à de la collecte de données. Ses louanges pour son travail avec Sophie semblaient calculées, une façon de mesurer sa performance en tant qu'actif. Elle poursuivait ses séances avec la même chaleur et le même dévouement pour le bien de Sophie, mais un mur de méfiance se dressait désormais entre elle et le maître de maison. Alexandre, de son côté, était un homme peu habitué à être observé. C'était lui qui regardait derrière des vitres sans teint, qui analysait à distance. Pourtant, il se sentait de plus en plus attiré par la bibliothèque pendant les séances de tutorat de sa fille. Il se disait que c'était de la diligence raisonnable, une surveillance de son investissement. Mais la vérité était plus complexe. Il commença à remarquer les petites choses. Il vit la façon dont les yeux de Claire s'illuminaient quand Sophie venait enfin à bout d'un chapitre difficile dans un nouveau livre. Il entendit son rire sincère et sans retenue quand Sophie racontait une blague stupide. Il vit une tendresse maternelle dans la façon dont elle écartait une mèche de cheveux du front de Sophie, un simple geste inconscient qui en disait long sur son affection. C'étaient des choses que l'argent ne pouvait acheter, une monnaie dans laquelle il ne commerçait pas et qu'il comprenait à peine. Un soir, il travaillait tard dans son bureau à domicile, la lueur bleue d'une douzaine d'écrans de marché peignant son visage d'une lumière froide. Sophie était censée être au lit, mais sa petite silhouette apparut dans l'embrasure de la porte, un livre à la main. « Papa. »« Sophie, il est tard. Tu devrais dormir, » dit-il, sans lever les yeux de l'écran. « Claire a dit que je pouvais lire un chapitre entier toute seule maintenant. Elle a dit que je devrais te le lire. » Alexandre sentit la pointe d'irritation familière. Encore une interruption. Mais alors il regarda sa fille. Son visage rayonnait de fierté, ses petites mains tenant le livre comme un trophée. Il vit en elle une confiance qui n'était pas là un mois auparavant. Il soupira, repoussa son clavier et fit pivoter son fauteuil pour lui faire face. « Très bien, ma chérie. Écoutons ça. » Sophie grimpa sur le fauteuil en cuir en face de son bureau et commença à lire. Sa voix était petite mais claire, et bien qu'elle trébuchât sur quelques mots, elle se corrigea en utilisant les techniques que Claire lui avait enseignées. Elle lisait avec expression, sa voix montant et descendant avec l'action de l'histoire. Alexandre n'entendait pas l'histoire. Il entendait la voix de sa fille, remplie d'une joie et d'une assurance qui avaient été absentes depuis si longtemps. Quand elle eut terminé le chapitre, elle leva les yeux vers lui, ses yeux brillants. « Je l'ai fait. »« Tu l'as fait, » dit Alexandre, sa propre voix épaisse d'une émotion qu'il ne pouvait tout à fait identifier. « Tu l'as fait magnifiquement. » Il tendit la main sur le bureau et lui serra la main. C'était un rare moment de connexion authentique, un moment qui n'avait pas été construit par lui, mais par la serveuse de la cuillère dorée. L'incident fissura quelque chose dans l'armure d'Alexandre. Il avait considéré Claire comme un outil, une solution très efficace à un problème. Mais les résultats de son travail n'étaient pas transactionnels. Ils étaient émotionnels. Ils étaient transformateurs. Il payait pour une tutrice, mais il recevait quelque chose de bien plus précieux, le bonheur de sa fille. Son enquête sur sa vie, autrefois une froide nécessité de gestion des risques, lui semblait maintenant de mauvais goût. Quand Robert David livra le dossier complet, Alexandre le laissa sur son bureau pendant une journée entière avant de l'ouvrir. Le contenu était exactement ce à quoi il s'attendait, mais maintenant, il se lisait différemment. Il vit la liste des dettes de Claire. Prêts étudiants,
dette de carte de crédit suite à des urgences médicales, un prêt personnel d'un ami. Auparavant, il les voyait comme des faiblesses, des points de levier. Maintenant, il les voyait comme des fardeaux, le lourd prix de son amour et de sa responsabilité envers son frère. Il lut le pronostic médical détaillé de Benjamin Lambert. La mucoviscidose, une maladie brutale et implacable. Le dossier contenait des notes de médecins détaillant les difficultés financières de la famille et le plaidoyer acharné de Claire pour les soins de son frère. Il vit un rapport de la Sorbonne. Ses professeurs l'avaient qualifié d'une des étudiantes en sciences de l'éducation les plus prometteuses qu'ils aient jamais eues. Son conseiller pédagogique avait écrit une lettre la suppliant de trouver un moyen de retourner à l'université après son abandon, qualifiant cela de « perte profonde pour la profession enseignante ». Ce n'était pas une évaluation de vulnérabilité. C'était l'histoire d'une jeune femme qui avait tout sacrifié, son avenir, ses rêves, son propre bien-être, pour sa famille. Il l'avait considérée comme une simple solutionneuse de problèmes, mais elle était une personne d'un caractère profond et d'une force tranquille, luttant contre des circonstances qu'il ne pouvait même pas imaginer. Quelques jours plus tard, il passait devant la bibliothèque quand il surprit Claire au téléphone. Elle lui tournait le dos, et sa voix était basse et tendue. « Non, Ben, ne pense même pas au coup, » disait-elle. « La thérapie en hospitalisation est ce que les médecins recommandent, alors c'est ce que nous allons faire. »« Oui, j'en suis sûr. »« Non, Monsieur Dubois a été très généreux, mais ça, c'est au-delà. Je trouverai une solution. Je peux prendre un deuxième prêt, ou peut-être vendre la voiture. Ne t'inquiète surtout pas, concentre-toi juste sur ta respiration. C'est ton seul travail. » D'accord. Elle raccrocha et Alexandre vit ses épaules s'affaisser. Elle appuya son front contre une étagère, tout son corps tremblant sous l'effort de retenir ses larmes. Alexandre resta figé dans le couloir. Il ressentit un profond sentiment de honte. Il avait cherché des faiblesses pour la contrôler alors qu'elle menait tranquillement une guerre dont il ne savait rien. Il avait le pouvoir de mettre fin à cette guerre d'un simple coup de fil, d'effacer ses fardeaux financiers avec une erreur d'arrondi de ses comptes personnels. Et à ce moment-là, l'homme d'affaires impitoyable prit le dessus. Le problème était identifié. La détresse financière de Claire était une distraction et une raison potentielle pour qu'elle quitte son emploi. La solution était évidente. Éliminer le problème. Il allait arranger ça. Il utiliserait son immense richesse pour résoudre ses problèmes, tout comme il résolvait tous les autres problèmes de sa vie. C'était efficace. C'était logique. Il effacerait ses dettes, créerait une fiducie permanente et illimitée pour les soins médicaux de son frère, et financerait une bourse pour qu'elle puisse terminer ses études. Il ferait tout cela, et il le ferait à son insu. Ce serait une solution propre et élégante. Il croyait le faire pour elle. Il ne comprit pas que son geste, né d'un respect nouveau et maladroit, lui apparaîtrait comme l'acte de contrôle ultime, une confirmation finale et dévastatrice qu'elle n'était pas une personne avec qui s'associer, mais une possession à gérer. Alexandre Dubois exécuta son plan avec la même efficacité glaçante qu'il appliquait à une restructuration d'entreprise. En 48 heures, des transactions silencieuses et invisibles s'écoulèrent des comptes de son family office. Les prêts étudiants impayés de Claire disparurent de la base de données nationale. Le solde de ses cartes de crédit fut remis à zéro. Le petit prêt personnel qu'elle avait contracté auprès d'un ami fut remboursé via un chèque de banque anonyme qui apparut dans la boîte aux lettres de l'ami. Le coup de maître fut la fiducie qu'il établit pour Benjamin. Il engagea les meilleurs avocats spécialisés en fiducie et succession de Paris pour créer la fiducie médicale éducative Benjamin Lambert. C'était un fonds irrévocable et à toute épreuve, avec une dotation initiale qui générerait suffisamment d'intérêts pour couvrir toutes les dépenses médicales imaginables pour le reste de la vie de Ben, y compris les traitements expérimentaux, les soins à domicile 24h/24, et même les frais de scolarité s'il était un jour assez bien portant pour aller à l'université. Le fonds était géré par une banque tierce discrète, sans aucun lien apparent avec Alexandre Dubois. Il fit tout cela sans un mot à Claire. Il l'observa pendant les jours qui suivirent, attendant la vague de soulagement et de bonheur qu'il était sûr de voir déferler. Au lieu de cela, il ne vit que confusion et peur. Tout commença par un courriel de l'organisme de gestion de son prêt étudiant, une notification générique l'informant que son compte avait été soldé. Claire le fixa, son cœur battant la chamade. Ce devait être une erreur, un bug du système. Le solde s'élevait à plus de 60 000 €. Puis vint une notification de son application de carte de crédit. Solde, 0 €. Elle appela la société et un agent du service clientèle, perplexe, lui confirma qu'un paiement du solde total avait été reçu par virement bancaire intraçable. La panique commença à s'installer. Ce n'était pas un bug. C'était autre chose. Elle ressentit un profond sentiment de violation,
comme si quelqu'un s'était introduit dans les pièces privées et désordonnées de sa vie et les avait nettoyées sans sa permission. Sa dette était un fardeau écrasant, mais c'était son fardeau. C'était la carte de ses luttes, et quelqu'un venait de l'effacer. Le coup de grâce arriva sous la forme d'une épaisse enveloppe de couleur crème provenant d'un prestigieux cabinet d'avocats, livré par coursier. À l'intérieur, une lettre l'informait de la création de la fiducie médicale et éducative Benjamin Lambert. Elle détaillait l'étendue du fonds, ses ressources quasi illimitées et son objectif, subvenir à tous les besoins de son frère, pour toujours. Elle lut le document 3 fois, ses mains tremblant si fort que les papiers bruissaient. Elle ne ressentit aucune joie. Elle ne ressentit aucun soulagement. Tout ce qu'elle ressentit fut une terreur froide et insidieuse. Il n'y avait qu'une seule personne au monde avec le pouvoir et le motif de faire cela. Cet après-midi-là, elle entra dans le manoir, non pas comme une employée, mais comme une tempête. Elle contourna Madame Bernard à la porte, son visage un masque de fureur pâle, et se dirigea directement vers le bureau d'Alexandre. Elle ne frappa pas. Il était au téléphone, le dos tourné à la porte. Il se retourna en la voyant entrer, une lueur de surprise dans ses yeux. « Claire, tout va bien ?» Elle jeta la lettre du cabinet d'avocat sur son immense bureau poli. Elle glissa sur le bois et s'arrêta à côté d'une pile de propositions d'acquisition. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» exigea-t-elle, sa voix basse et tremblante. Les prêts étudiants, les cartes de crédit, cette fiducie. C'était vous. Alexandre mit fin à son appel sans un mot d'excuse à son interlocuteur. Il se leva, un léger sourire satisfait sur le visage. Il s'était attendu à de la gratitude, peut-être même à des larmes de joie. Il n'était pas préparé à la fureur qu'il voyait dans ses yeux. « J'ai vu que vous étiez soumise à une forte pression financière, » commença-t-il, son ton exaspérément calme et raisonnable. Cela devenait une distraction pour votre travail avec Sophie, et je pouvais voir le prix que cela vous coûtait. Alors, j'ai éliminé le problème. Les soins de votre frère sont désormais assurés en permanence. Vos dettes ont disparu. Vous êtes libre. Libre, répéta-t-elle, sa voix montant d'incrédulité. Vous appelez ça être libre? Vous m'avez fait espionner. Vous avez fouillé dans tous les coins de ma vie. Vous avez évalué mes vulnérabilités. Et ensuite, vous avez utilisé votre argent pour démanteler systématiquement toute ma réalité sans même une conversation. Ce n'est pas la liberté, monsieur Dubois. C'est la violation la plus profonde de ma vie que j'ai jamais subie. Alexandre était sincèrement déconcerté. Sa vision du monde était binaire. Un problème existait, et il y appliquait des ressources pour le résoudre. Il ne pouvait pas comprendre sa réaction. Je ne comprends pas. Je vous ai donné tout ce que vous pouviez désirer. Votre frère est en sécurité. Vos soucis financiers sont terminés. Vous ne comprenez pas, dit-elle, des larmes de rage et d'humiliation coulant sur son visage. Il ne s'est jamais agi de l'argent. Il s'agissait de ma vie, de ma lutte. C'était la mienne. Vous m'avez enlevé ça. Vous ne m'avez pas aidé. Vous m'avez effacé. Vous m'avez transformé en cas de charité, en projet. Vous avez rendu tous mes sacrifices, tous les doubles services, toutes les nuits blanches, vous les avez rendus insignifiants. Elle désigna le bureau opulent. Je savais que j'étais une employée. Je savais que j'étais une pièce sur votre échiquier. Mais je pensais qu'ici, elle pointa vers la bibliothèque, avec votre fille, j'étais une personne. Mais ceci prouve que j'avais tort. Je ne suis qu'un autre actif à gérer et à contrôler. Vous n'avez pas fait ça pour moi. Vous l'avez fait pour vous assurer que votre investissement continue de performer. L'accusation le frappa avec la force d'un coup physique, car une partie de lui savait que c'était vrai. Ses motifs étaient mitigés, mais le contrôle en était certainement une composante clé. Claire, ce n'est pas. Commença-t-il. Mais elle le coupa. Je démissionne, dit-elle, les mots tranchants et définitifs. Je ne peux pas travailler pour un homme qui me regarde et voit un bilan comptable. Je ne serai pas une de vos acquisitions. Elle se retourna, les épaules droites, et sortit du bureau. Alexandre resta abasourdi au milieu des attributs de son pouvoir. Il venait d'accomplir ce qu'il considérait comme l'un des actes les plus généreux de sa vie. Il avait résolu tous les problèmes qu'il pouvait identifier. Et ce faisant, il en avait créé un nouveau, bien plus dévastateur. Il avait perdu la seule personne qui avait réussi à ramener la lumière dans le monde de sa fille, et il n'avait aucune idée de comment réparer cela. Le roi était en échec, et pour la première fois depuis très longtemps, il ne connaissait pas son prochain coup. Le silence qui s'abattit sur le manoir Dubois dans les jours qui suivirent le départ de Claire était une chose lourde et suffocante. C'était un retour au calme stérile qui régnait avant son arrivée. Mais maintenant, il semblait 100 fois plus profond, chargé d'absence. L'effet immédiat et le plus dévastateur fut sur Sophie.
La lumière que Claire avait allumée en elle s'éteignit du jour au lendemain. Elle refusa de lire. Lorsque son père ou madame Bernard essayaient de l'encourager, elle fermait simplement le livre et se retirait dans un monde silencieux et maussade. Sa confiance nouvellement acquise s'évapora, remplacée par l'ancienne timidité et la frustration. Elle cessa de parler de Lueur la Luciole. Les rires qui avaient commencé à résonner dans les grands couloirs se turent à nouveau. Un après-midi, Alexandre la trouva assise dans la bibliothèque, fixant les pages blanches du livre qu'elle et Claire avaient commencé à créer ensemble. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « Pourquoi Claire est-elle partie, papa ?» demanda-t-elle, sa voix un petit murmure blessé. « C'est de ma faute ? Je ne lisais pas assez bien ?» La question fut un poignard dans le cœur d'Alexandre. Il s'agenouilla à côté d'elle, la laine de son pantalon sur mesure se froissant sur le tapis coûteux. Il avait affronté des conseils d'administration hostiles, navigué sur des marchés internationaux périlleux et bâti un empire par la seule force de sa volonté, mais il était totalement impuissant à répondre à la question simple et déchirante de sa fille d'une manière qui ait un sens. « Non, ma chérie, bien sûr que non. Cela n'a rien à voir avec toi, dit-il, la voix tendue. C'était un malentendu entre elle et moi. C'était de ma faute. » C'était la première fois de sa vie d'adulte qu'il admettait sa faute si clairement, et les mots semblaient étrangers et tranchants dans sa bouche. Ses tentatives pour rectifier la situation furent maladroites et démontrèrent à quel point il avait peu compris. Il fit envoyer par Robert David un coursier à l'appartement de Claire avec un contrat lui offrant de doubler son salaire. Il fut retourné non ouvert. Il envoya un somptueux bouquet de fleurs si grand qu'il passait à peine par sa porte. Elle le laissa sur son perron pour qu'un voisin le prenne. Chaque geste était une extension de son pouvoir, de sa richesse, et chacun était une mauvaise lecture fondamentale de la situation. Il essayait toujours d'acheter une solution. Même madame Bernard, qui avait été si critique envers Claire, vit les dégâts. « L'enfant est en deuil, monsieur Dubois, dit-elle un soir, sa sévérité habituelle adoucie par une rare lueur d'inquiétude. Quoi que cette jeune femme faisait, cela fonctionnait. Cette maison n'a pas été aussi triste depuis. » Elle n'eut pas besoin de finir la phrase. Depuis la mort de sa femme. La comparaison frappa Alexandre avec une force brutale. Il était en train de perdre sa fille à nouveau, la regardant se retirer de lui dans un monde de chagrin qu'il ne pouvait pénétrer. Et cette fois, il en était la cause directe. Son arrogance, sa conviction que tout problème pouvait être résolu avec un chèque suffisamment important, avaient conduit à cela. Il avait traité Claire Lambert comme une entreprise à restructurer, et ce faisant, il avait brisé quelque chose de précieux. La prise de conscience eut lieu tard une nuit. Il était assis dans son bureau silencieux, contemplant les lumières de la ville, les indicateurs boursiers, une rivière de chiffres sans signification. Il pensa au visage de Claire, furieux et strié de larmes. « Vous ne m'avez pas aidé, vous m'avez effacé. » Les mots résonnaient dans sa tête. Il l'avait dépouillée de son pouvoir d'agir, de sa dignité. Il avait offert la charité alors qu'elle avait besoin de partenariat. Il avait offert le pouvoir alors qu'elle méritait le respect. Il comprit enfin. Ce n'était pas un problème que l'argent pouvait résoudre. C'était une blessure qui ne pouvait être guérie qu'avec humilité. Le lendemain matin, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il dégagea son emploi du temps. Il dit à son bureau de Londres que l'acquisition pouvait attendre. Il dit à son conseil d'administration qu'il n'était pas disponible. Il monta dans son Audi, non pas en tant qu'Alexandre Dubois, le titan de l'industrie, mais en tant que père désespéré de réparer une erreur. Il se rendit à Montreuil, dans le modeste immeuble de 3 étages mentionné dans le dossier de David. La différence entre ce monde et le sien était stupéfiante. La peinture s'écaillait. Les couloirs sentaient le chou bouilli et la poussière, et les bruits de la vie des autres, un bébé qui pleure, une télévision qui braille, étaient inéluctables. Il trouva son appartement et frappa à la porte. Cela lui sembla la plus longue marche de sa vie. Claire ouvrit, et ses yeux s'écarquillèrent de choc. Elle portait un vieux sweatshirt et un jean, et ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Pendant un instant, elle se contenta de le fixer, une bataille d'émotions, colère, surprise, lassitude se jouant sur son visage. « Monsieur Dubois, vous ne devriez pas être ici, » dit-elle, sa voix plate. « S'il vous plaît, » dit-il, et le mot n'était pas un ordre, mais une véritable supplique. « Puis-je entrer un instant ? Je promets de ne pas prendre beaucoup de votre temps. » Hésitante, elle s'écarta. Son appartement était petit, mais méticuleusement propre et confortable. Des livres étaient empilés sur toutes les surfaces disponibles. Dans le coin du salon, un purificateur d'air de qualité hospitalière bourdonnait doucement, un rappel brutal de la réalité qu'il avait tenté de balayer avec sa richesse. « Je suis venu pour m'excuser », commença-t-il, debout maladroitement au milieu de la pièce.
Il n'essaya pas de trouver des excuses ou de justifier ses actions. Il dit simplement la vérité. Ce que j'ai fait était arrogant, présomptueux et impardonnable. Je ne vous ai pas vu, Claire. J'ai vu un problème à résoudre. Et j'ai utilisé le seul outil que je sais utiliser, mon argent. Vous aviez raison. J'ai violé votre confiance et je vous ai privé de votre capacité d'agir. Je ne vous ai pas respecté en tant que personne. Je suis profondément désolé. Il la regarda droit dans les yeux. Je ne suis pas ici pour vous offrir plus d'argent ou pour vous demander de revenir. Je n'ai le droit de ne rien vous demander. Je suis ici parce que ma fille a le cœur brisé et qu'elle se blâme, et parce que je devais dire que j'avais tort. Complètement et totalement tort. Claire écouta, les bras croisés sur sa poitrine, son expression illisible. Elle s'était attendue à une autre offre, à une autre manœuvre de pouvoir. Elle ne s'était pas attendue à cela. Elle ne s'était pas attendue à voir Alexandre Dubois se tenir dans son petit salon, l'air complètement déplacé, et lui présenter des excuses brutes et inconditionnelles. Elle ne vit aucun calcul dans ses yeux, seulement un regret profond et douloureux. « Elle demande vraiment de mes nouvelles ?» demanda Claire, sa voix s'adoucissant presque imperceptiblement. Alexandre hocha la tête, son regard tombant au sol. « Tous les jours. Elle ne veut plus lire. Elle pense que c'est de sa faute si vous êtes parti. C'est comme si toutes les lumières s'étaient éteintes. » Il avait enfin déposé son armure. Il n'était pas un milliardaire concluant un marché. Il n'était qu'un père, perdu et dépassé, demandant de l'aide, non pas pour lui-même, mais pour son enfant. Et dans son humilité, Claire vit enfin l'homme derrière le titan, un homme qui aimait sa fille assez pour admettre son propre échec colossal. Claire ne lui donna pas de réponse ce jour-là. Elle se contenta de hocher la tête et de dire « Merci pour les excuses ». Après son départ, elle resta assise dans son appartement silencieux pendant un long moment, le silence n'étant rompu que par le bourdonnement du purificateur d'air. Les excuses d'Alexandre avaient été sincères, dépouillées de tout pouvoir et de toute arrogance. Il n'avait rien demandé en retour. Il avait simplement admis sa faute. C'est cet acte d'humilité, plus que n'importe quelle somme d'argent, qui commença à réparer la déchirure qu'il avait créée. Elle pensa à Sophie, à son esprit vif et curieux et à son sourire timide et plein d'espoir. Elle se souvint de la fierté sur le visage de la petite fille lorsqu'elle avait terminé son premier livre de chapitres. La fiducie qu'Alexandre avait créée, aussi envahissante qu'était sa création, était un miracle pour son frère, la garantie d'un avenir qu'elle ne s'était jamais permis d'imaginer. Ben était maintenant programmé pour la thérapie en hospitalisation sans qu'un nuage de crainte financière ne pèse sur eux. Les méthodes d'Alexandre avaient été mauvaises, profondément mauvaises, mais le résultat pour son frère était indéniablement révolutionnaire. Pouvait-elle séparer l'acte de l'intention? 2 jours plus tard, elle l'appela. « Alexandre, dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. J'ai réfléchi. Je suis prête à revenir pour être la tutrice de Sophie, mais pas en tant que votre employé. Pas selon les anciennes conditions. » Alexandre, qui fixait d'un air absent une feuille de calcul dans son bureau, sentit une montée d'adrénaline, d'espoir. « Tout ce que vous voudrez, dit-il. Quelles que soient vos conditions, je les accepterai. Elles ne sont pas financières, dit-elle rapidement. Premièrement, nous fonctionnons en équipe. Nous avons des réunions hebdomadaires, vous, moi et les professeurs de Sophie, pour discuter de ses progrès. Vous devez être impliqué. Pas comme un PDG qui vérifie un projet, mais comme un père. D'accord, dit-il sans hésitation. Deuxièmement, continua-t-elle, vous n'interférerez plus dans ma vie ni dans celle de mon frère. La fiducie est un cadeau incroyable, et pour le bien de Ben, j'en suis reconnaissante, mais ma vie m'appartient. Plus d'enquêtes. Plus de surprises. Je vous donne ma parole. Et troisièmement, dit-elle en prenant une profonde inspiration, je veux terminer mes études. Je veux être enseignante. C'est ce que j'ai toujours été censée faire. Alexandre avait une solution sur le bout de la langue. Une bourse complète, une dotation personnelle à la Sorbonne. Il était sur le point de l'offrir, de résoudre le problème avec de l'argent, mais il se retint. Il se souvint de l'expression de son visage dans son bureau. Il devait apprendre une nouvelle façon de faire. « Comment puis-je vous aider à atteindre cet objectif ?» demanda-t-il prudemment. C'était une question, pas une déclaration. Une demande, pas une solution. La différence, c'était tout. « Je vais postuler à nouveau pour des bourses et des prêts, » dit-elle. « Ce dont j'ai besoin, c'est d'un horaire de travail flexible avec Sophie qui me permette de suivre des cours du soir. »« Bien sûr, » dit-il. « Nous organiserons l'emploi du temps de Sophie en fonction du vôtre. » Lorsque Claire retourna au manoir Dubois le lundi suivant, le cri de joie de Sophie fut un son qui remplit chaque recoin de la vaste demeure. Elle courut et jeta ses bras autour de la taille de Claire, enfouissant son visage dans son flanc.
Par-dessus la tête de Sophie, Claire croisa le regard d'Alexandre. Il lui fit un petit signe de tête reconnaissant. Ce n'était pas un signe de tête d'un patron à une employée. C'était un regard de respect mutuel, d'un partenariat forgé dans le feu. Les mois qui suivirent furent transformateurs pour tout le monde. Les séances de tutorat reprirent, remplies de plus de rires et d'apprentissage que jamais. Alexandre tint sa promesse. Il assista aux réunions hebdomadaires. Il s'asseyait avec Sophie tous les soirs et l'écoutait lire, son téléphone hors de vue. Il découvrit les personnages de ses livres et lui posa des questions sur les histoires. Il était maladroit au début, mais il était présent. Il apprenait à être un père. Claire s'inscrivit au cours du soir à la Sorbonne. Sa vieille passion pour l'éducation se ranima. Elle était épuisée, jonglant entre le travail et un programme de cours complet, mais elle était aussi pleine d'énergie, poursuivant le rêve qu'elle avait été forcée d'abandonner. Un soir, Alexandre vint la voir alors qu'elle rangeait ses livres. « J'ai réfléchi, dit-il, son ton pensif. Ma défunte épouse, Catherine, était passionnée par les programmes d'alphabétisation. Elle a toujours rêvé de créer une fondation pour les enfants défavorisés de la ville. Je suis resté assis sur l'idée pendant des années, un dossier dans un placard. J'étais toujours trop occupé. » Il regarda Claire, une nouvelle idée prenant forme dans ses yeux. « Je vais lancer la fondation Catherine Dubois pour l'alphabétisation. Je fournirai le capital, mais le capital n'est que de l'argent. Il a besoin d'une vision. Il a besoin d'un cœur. Je me demandais, lorsque vous aurez terminé vos études, si vous envisageriez de la diriger. » Claire était stupéfaite. Ce n'était pas une offre d'emploi pour être tutrice ou nounou. Il lui offrait une chance de prendre sa passion et de la transformer en une force de changement, d'aider des centaines, peut-être des milliers d'enfants comme Sophie. Il lui offrait un avenir basé sur son talent et ses rêves. « Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle. Dites que vous y réfléchirez, dit-il avec un sourire. C'était un vrai sourire, un de ceux qui atteignaient ses yeux. Sophie et moi formons une équipe maintenant. Mais je pense que vous et moi pourrions en former une aussi. L'histoire du milliardaire et de la serveuse ne se termina pas par une romance de conte de fées. Elle se termina par quelque chose de bien plus réel et de bien plus puissant, une famille de cœur. Elle se termina avec une petite fille autrefois solitaire, maintenant lectrice vorace, nichée entre un père qui avait appris à être présent et une enseignante qui le lui avait montré. Elle se termina par un nouveau départ, une fondation qui allait changer d'innombrables vies. Tout cela parce qu'un homme, habitué à acheter et à vendre le monde, avait enfin appris la valeur de quelque chose qu'il ne pouvait chiffrer. En fin de compte, ce n'était pas seulement l'histoire d'un milliardaire changeant la vie d'une serveuse. C'était l'histoire de la façon dont un acte de compassion tranquille d'une jeune femme en difficulté a changé à jamais la vie d'un homme puissant et de sa fille solitaire. Alexandre Dubois apprit que la vraie richesse ne se mesure pas en portefeuille d'actions ou en acquisition, mais en connexion humaine, en humilité et dans le courage d'admettre qu'on a tort. Claire Lambert, à son tour, eut l'opportunité non seulement de reconstruire son propre rêve, mais d'en construire un plus grand, un qui se répercuterait et toucherait toute une communauté. Leur histoire nous rappelle que les changements les plus profonds dans nos vies ne viennent souvent pas de grands gestes de pouvoir, mais des simples moments transformateurs où l'on voit la vraie valeur d'une autre personne.